Bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour cette 34e édition du Salon international du livre de montagne de Passy. Il y a 100 ans, exactement, Alexandra David-Néel était la première occidentale à pénétrer dans la cité interdite de Lhasa, en chaise à porteur, autant que je me souviens. Non, pas de à pied. Épuisé. Ah, voilà. Donc, à l'occasion du centenaire de cet événement, les éditions Plomb publient dans la collection Terre humaine un texte inédit des souvenirs d'une Parisienne au Tibet. C'est le récit de ce périple de 8 mois sur le plateau du Tibet. Et nous avons vraiment le plaisir d'accueillir de nouveau ici Jeanne Pascolo qui est biographe et orientaliste et qui voyage sur les traces d'Alexandra David-Néel avec le même don d'aventure qui la pousse à partir à la rencontre de l'autre, à comprendre ses mystères et respecter la richesse de la culture de ces pays lointains. Merci. Eh bien, bonjour et merci d'être nombreux à cette chaleur venue pour rencontrer Alexandra. Je suis contente d'être de nouveau parmi vous. Je suis peut-être certains déjà, je reconnais des visages sont venus. Ça fait effectivement plus de 30 ans que je me consacre entre autres à la culture tibétaine et surtout au travail et à la merveilleuse femme qui était Alexandra David-Néel. Et je suis venue ici, il y a à peu près 25 ans, présenter un film que j'ai tourné avec sa secrétaire, que j'avais emmené sur ses traces au Sikkim. Je l'avais présenté ici. C'est à la suite de ça qu'il y a quelques années, les éditions Paulsen m'ont proposé de rédiger dans leur belle collection qui s'appelle Textes et Images, une biographie illustrée à partir de toutes les archives que je connaissais bien d'Alexandra, qui, comme vous le savez, a vécu une centaine d'années et qui donc avait récolté et réuni dans sa maison non seulement des textes, mais des photos, des illustrations, des documents, et puis beaucoup d'écrits. Et donc c'est à travers ce travail de recherche qu'on a publié aux éditions Paulsen la biographie d'Alexandra David-Néel en illustration. C'était la première fois qu'il y avait à la fois le récit de sa vie et puis les images qui vont avec. Et puis cette année, c'est le centenaire. En 1924, comme le soulignait Michel Morisseau, elle réussit cet exploit qui va la rendre célèbre dans le monde entier. Elle va pouvoir pénétrer dans cette capitale interdite de Lhasa, là où beaucoup d'expéditions de tous les pays ont échoué pour de multiples raisons. Le Tibet étant fermé depuis un bon moment déjà. Et donc, Alexandra, à force de volonté, de persévérance, et puis je vous donnerai aussi quelques autres petites raisons de cette force de caractère qui lui a permis de réussir là où d'autres avaient échoué, va pénétrer dans Lhasa. Alors, c'est ce voyage qu'elle va raconter dans Voyage d'une Parisienne à Lhasa, qui est le livre que surtout presque tout le monde connaît dans le monde entier, qui est donc le récit de cette aventure et qu'elle va publier en 1927. Elle rentre en 1924, mais elle va mettre presque plus d'1 an pour rentrer déjà en Europe et ensuite pour s'organiser et pouvoir raconter ses aventures. Et pour le centenaire cette année, il s'est trouvé que la maison de Digne, qui est devenue un véritable musée, la maison où elle vivait, avait mis entre les mains d'une équipe de conservateurs toutes les archives encore non dépouillées d'Alexandra, de la correspondance et aussi des récits. Et on a, à cette occasion-là, ressorti le manuscrit de ce livre qui s'appelle « Souvenirs d'une Parisienne au Tibet » et qui avait été édité à compte d'auteur. C'est un peu mystérieux, tout ce qui entoure l'histoire de ce livre. On ne sait pas exactement combien il y a d'exemplaires. Il y en avait un à la maison Alexandra David-Néel et qui est vraiment le premier jet, le premier récit que fait
l'exploratrice, quand elle sort du Tibet, qu'elle se retrouve en Inde, qu'elle va enfin pouvoir reprendre ses esprits, reprendre des forces parce qu'elle est terriblement amaigrie et pouvoir peut-être essayer de recueillir dans sa mémoire tout ce qu'elle vient de vivre pendant 6 à 8 mois. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Donc ce livre n'avait jamais été publié à part par elle-même. On ne sait pas trop dans quelles conditions. Est-ce que c'était pour se faire une espèce de carte de visite à l'époque et essayer de tâter le terrain auprès des éditeurs et de savoir si ça allait les intéresser, parce qu'elle est revenue, ça faisait 14 ans qu'elle était partie. Il fallait vraiment qu'elle pense à gagner sa vie, et donc c'était un test pour savoir si ce qu'elle allait raconter allait pouvoir intéresser son public. Et donc, dans cette collection que certains d'entre vous certainement connaissent, qui s'appelle Terre humaine, chez Plon, Plon qui est l'éditeur d'Alexandra Davinel, presque la trentaine de livres qu'elle a écrits, enfin du moins, il y en a une bonne vingtaine qui sont édités chez Plon. Cette collection Terre humaine, elle a été initiée par Jean Mallory en 1955, je crois. Et Jean Mallory, qui d'ailleurs est décédé il y a quelques mois, souhaitait que cette collection recueille les témoignages de gens qui avaient non pas un savoir universitaire, scientifique, de chercheurs, mais qui devait être un savoir destiné à un grand public, qui était un savoir de terrain, un savoir d'expérience. Et à chaque fois, dans tous les registres dans lesquels il y a eu les textes de la collection Terre humaine, c'était des récits ou à la première personne, ou véritablement des témoignages vivants de gens qui avaient vécu ce dont ils parlaient, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, en Arctique, en Amérique du Sud. Et étrangement, il n'y avait rien sur le Tibet. Et donc, c'est ainsi que les éditeurs ont estimé qu'il était grand temps et qu'à l'occasion de ce centenaire, ils pouvaient sortir ce volume inédit. Donc j'ai été contactée par les éditions Plon pour essayer d'en faire une présentation et de pouvoir recontextualiser pourquoi ces souvenirs d'une Parisienne au Tibet ont une importance par rapport à l'œuvre générale d'Alexandra Davinel. Alors donc, pour cela, j'avais préparé toute une présentation que je vais vous décliner, et qui est une présentation que nous avons fait à plusieurs dans le cadre de la sortie du livre au musée Guimet au printemps 2024. Pardon. Voilà. Alors, en premier lieu, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que le Tibet, on connaît peu cette histoire qui concerne le Tibet, pourquoi le Tibet était fermé, qu'est-ce que le Tibet, que représente le Tibet. Donc, ça c'est une carte qui nous indique toute l'étendue immense du Tibet. Le Tibet dans son ensemble. Quand on parle du Tibet aujourd'hui, quand on parle du Dalai Lama, quand on parle de Lhasa, on parle du Tibet central. Vous voyez, Lhasa qui se trouve ici, et le Tibet central qui représente à peu près cette partie-là. Voilà. Mais le Tibet dans son ensemble, c'est toute cette superficie jaune avec tout ce Tibet de l'ouest, tout ce Tibet de l'est, ces régions très importantes du Kham et de l'Amdo qui ont été, lors de l'invasion chinoise, intégrées aux provinces chinoises, du Qinghai, du Gansu, du Sichuan, et ainsi de suite, et du Nari de l'autre côté. Donc, l'étendue du Tibet, à proprement la culture et la civilisation tibétaine, c'est 5 fois la France en termes de géographie, et c'est une population bien plus importante que simplement Lhasa et le Tibet central. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, le Tibet n'a pas été tout le temps fermé, mais il y a beaucoup de voyageurs qui ont des moines, entre autres. Par exemple, vous connaissez le père Hugues et Gabé, qui, en 1850, se sont rendus jusqu'à Lhasa en venant de Mongolie, et il y avait des visiteurs un petit peu partout. Mais petit à petit, à cause d'invasions qui ont eu lieu par le Népal,
et surtout dans le contexte de la fin du XVIIIe, où les grandes puissances qui sont la Russie, la Chine de ce côté-là, et qui est l'Empire mandchou, et ici, de ce côté-là, les Britanniques, qui, comme vous le savez, règnent en Inde, eh bien, ces trois grandes puissances cherchent absolument à rivaliser pour ouvrir des routes commerciales, de nouvelles routes, ce qu'on appelle aujourd'hui les routes de la soie, et qui traverseraient ce Tibet. Et donc, petit à petit, les Chinois, qui ont toujours eu un accord de principe avec les Dalai Lama qui règnent sur Lhasa, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de protectorat en échange du protectorat militaire et économique qu'ils peuvent apporter aux Tibétains. Les Tibétains, eux, leur apportent la dimension spirituelle. Et les empires, les empereurs se sont toujours entourés de maîtres et d'enseignants tibétains qui sont à la cour. Et donc, il y a un rapport qui s'est toujours installé. C'est très difficile de définir quand les Tibétains disent qu'il n'y a jamais eu d'emprise de la part des Chinois. C'est plus compliqué que ça et c'est plus complexe. Et à cette époque-là, à la fin des années 1880-1890, les Chinois imposent à l'autorité de Lhasa de fermer petit à petit cette région du Tibet central et d'installer des postes frontières, des postes de contrôle ici et un peu partout autour de cette région. Je crois que j'ai fini. Voilà. On appelle ça le grand jeu. Les différentes puissances, donc les Anglais et les Russes, décident de riposter à cette imposition de la part des Chinois. Les Russes envoient des émissaires le tsar envoie des émissaires auprès du Dalai Lama, c'est le 13e Dalai Lama à l'époque, et de leur côté, les Anglais forment on appelle ça des pandits, des Indiens qui, déguisés en pèlerins, puisque toute la région de l'ère tibétaine est une région de pèlerinage, on va à Lhasa en pèlerinage comme on va à la Mecque, et donc tous les bouddhistes indiens peuvent aller jusqu'à Lhasa pour se rendre en pèlerinage. Et on les déguise en pèlerins, mais ce sont effectivement des espions qui vont repérer les endroits, relever des cartes et pour rendre compte auprès des Britanniques des possibilités d'accéder et de passer entre autres par cette vallée ici pour rejoindre Lhasa. Donc tout cela force un petit peu à un moment donné de tensions importantes, entre autres au début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1904, les Britanniques a envoyé, d'abord les Russes envoient une mission militaire, mais ils n'arrivent pas jusqu'au bout, ils n'arrivent pas jusqu'à Lhasa. Ils rencontrent des conditions très difficiles sur le plateau tibétain, mais Young Husband et une armée anglaise va rentrer jusqu'à Lhasa. Il va y avoir une très courte guerre entre l'Angleterre, donc la couronne britannique en Inde, et les Tibétains, qui va faire à peu près 1 million de morts. Et évidemment, tout de suite, les Tibétains vont se rendre et les Britanniques vont imposer leurs lois et vont imposer leurs conditions. Et leurs conditions, c'est qu'ils vont pouvoir avoir des représentants commerciaux qui vont être installés ici à Gyantse et un autre ici, là, dans la vallée de la Chumbi, à côté du Sikkim. Ici, c'est cette région neutre, là, qui est entre Darjeeling et Kalimpong. C'est une région très importante pour Alexandra Dalenel, c'est le Sikkim, ici, qui est un petit royaume himalayen, qui va être annexé en 1975 par l'Inde. Mais à cette époque, il est encore indépendant, mais il est quand même sous protectorat des Britanniques. Et donc, à partir de 1904, donc, les Anglais vont véritablement imposer une fermeture totale du Tibet aux Occidentaux. C'est-à-dire, les seuls Occidentaux qui ont à ce moment-là le droit de passer, d'aller au Tibet, ce sont tous ceux qui viennent de l'Inde et qui sont envoyés
par les Britanniques. Alors, comme il y a des scientifiques et des tibétologues qui travaillent un petit peu partout dans le monde autour de la question et de la civilisation tibétaine, il va y avoir des tentatives à plein de reprises. Il va y avoir Sven Hedin, il va y avoir Nicolas Roerich, il va y avoir des missionnaires qui vont à chaque fois essayer de pénétrer par l'Est, par l'Ouest, et qui vont se retrouver, dans les meilleurs des cas, refoulés, parfois arrêtés, emprisonnés, parfois d'autres même tués, parce que à cette époque-là, dans toute cette région du Tibet, il n'y a pas un pouvoir central très fort. Le seul pouvoir central, c'est Lhasa, avec donc le Dalai Lama qui appartient à l'école des Gelugpa, mais partout ailleurs, ce sont d'autres écoles bouddhistes et d'autres monastères qui sont très puissants eux aussi. Il y a des chefferies, il y a des princes, et tout le monde n'écoute pas forcément les règles de Lhasa, ce qui fait qu'il peut être très dangereux de se promener et de voyager dans ces régions-là. Donc, il faut être un intrépide voyageur, comme certains des missionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, Ukegabe, avant de pouvoir s'aventurer par là-bas. Donc, dans ces années-là, le Tibet se ferme complètement, et c'est en 1914, lors d'une convention tripartite, que les représentants britanniques, chinois et tibétains se tentent de définir une frontière. Et la Chine refusera de signer ce traité. J'essaie de passer... Non, je me suis trompée. Là, voilà. Alors ça c'est la carte, c'est à peu près la même carte qui représente toute l'étendue des ethnies tibétaines différentes qu'il y a au Tibet pour les Tibétains. Et ça, c'est la carte que, en 1914, les Chinois nationalistes revendiquent comme étant celle du Tibet. Donc déjà, c'est une carte, vous voyez, qui tronque à peu près à moitié la véritable superficie et représentation du Tibet. Voilà ici le 13e Dalai Lama. Et ce 13e Dalai Lama, qui règne donc sur Lhasa, va être obligé à 2 reprises de partir en exil. Une première fois lorsque les Anglais vont pénétrer à Lhasa, et il va partir se réfugier du côté là des Chinois et de la Mongolie. Et la deuxième fois, quand justement les Chinois refusent ce traité qui a été convenu avec les Britanniques et veulent reprendre du pouvoir sur Lhasa, là, il va partir et il va s'exiler pendant 1 an à Kalimpong. Et Kalimpong, si je vous le rappelle, sur la carte que je vous ai montrée là tout à l'heure, Kalimpong se trouve ici. Aujourd'hui, c'est en Inde, aux portes du Sikkim. C'est là que le 13e Dalai Lama se réfugie en exil pendant presque 2 ans. C'est important ceci parce que ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est toute la raison pour laquelle Alexandra d'Avinel s'est intéressée au Tibet. Car, petit rappel, pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas complètement, je vais vous rappeler une petite chose que j'avais résumée, parce que sinon c'est tout un cours que je pourrais faire simplement sur Alexandra et sa vie, mais je voulais, pour qu'on puisse recontextualiser. Aïe, excusez-moi. Je la laisse. Je voulais... Voilà. Juste pour vous recontextualiser la chose, une vie avant le Tibet. Dans la trajectoire d'Alexandra d'Avinel, le Tibet est une rencontre tardive, comme une seconde vie. Dès l'enfance et pour lutter contre l'ennui qui l'habite, Alexandra, qui est née en 1868, se réfugie dans les livres et dans l'écriture. On dit qu'elle est parisienne parce qu'elle est née à Saint-Mandé en 1868. Mais sa mère est belge, parce que son père faisait partie des exilés après le coup d'État en France. Il avait été exilé en Belgique comme plein d'autres, comme Victor Hugo, comme d'autres.
Et donc, il avait rencontré la future mère d'Alexandra. Et quand l'exil a été levé et qu'il a pu rentrer en France, ils sont rentrés à Saint-Mandé. Il était enseignant. Et Alexandra est née. Elle est née alors que ses parents étaient mariés depuis 16 ans et qu'ils ne s'attendaient même pas à cet enfant. Donc elle a toujours dit qu'elle était née au milieu de vieux parents qui s'ennuyaient. Donc elle s'ennuyant tout autant, elle s'était réfugiée très tôt dans les livres et dans l'écriture. Le seul diplôme qu'Alexandra va jamais avoir, et qu'elle revendiquera d'ailleurs, parce qu'elle se revendique autodidacte, et elle se revendique aussi auditeur libre. Elle va étudier à la Sorbonne, elle va étudier à l'école des hautes études, mais ça sera toujours en auditrice libre, car elle veut, depuis le départ, elle est anarchiste. Et ce sentiment anarchique, elle le gardera tout au long de sa vie. Même quand elle s'installera après à Digne, elle aura toujours un peu ce refus des normes et de la société, et elle voudra vivre sa vie comme elle l'entend. Donc, elle va avoir un seul diplôme. À l'époque, ses parents voulaient tout de suite la marier et qu'elle reprenne le petit commerce de sa mère qui tenait une mercerie. Mais donc, elle va avoir un seul diplôme parce qu'elle a été bien élevée et qu'elle a reçu des cours de musique. Elle va obtenir le premier prix de chant théâtral français au Conservatoire de Bruxelles. Et donc, pour gagner sa vie, puisqu'elle refuse de se marier, eh bien, elle va devenir une artiste lyrique. Et pendant donc plus de 10 années, Alexandra Davinel va se déplacer tout d'abord à travers l'Europe, mais ensuite jusqu'en Indochine, et elle va interpréter les plus grands titres des opéras lyriques, et elle va même être déçue parce que elle va avoir des lettres de recommandation, entre autres de Jules Massenet, qui l'apprécie et qui voudrait qu'elle rentre à l'Opéra de Paris. Elle sera refusée, recalée. C'est quelque chose qu'elle regrettera beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle va petit à petit, parce qu'elle est de toute façon attirée par les études orientalistes et par la spiritualité, elle va petit à petit se tourner vers la vocation de journaliste qui, à l'époque, c'est quelque chose de presque impossible à faire. Déjà pour un homme, c'est en train de naître, mais pour une femme, c'est impensable. Mais elle va persister et vouloir absolument commencer à écrire sur les réflexions et sur les recherches qu'elle fait sur le monde orientaliste, qui lui semble bien plus correspondre à ses exigences personnelles de vie et à une meilleure compréhension du monde. Donc, en tant qu'artiste lyrique, elle va aussi rencontrer tous les mouvements progressistes qu'il y a en cette fin de siècle. En plus, elle vit à Bruxelles. Elle vit entre Paris et Bruxelles. Et donc, elle va se lier avec des mouvements anarchistes. Elle va être la protégée d'un grand géographe humaniste qui s'appelle Élisée Reclus, qui vit à Bruxelles, tout à côté de chez elle, et qui lui prône déjà des choses d'avant-garde comme le végétarisme, l'union libre, la condition des femmes, et elle adhère complètement à ces idées, et elle écrit très vite autour des visions progressistes qu'elle voit pour la femme qui doit se détacher de ce rôle auquel on voudrait la forcer d'être, c'est-à-dire une mère au foyer. Et elle va écrire un livre sur le féminisme, tout en s'intéressant toujours au bouddhisme, qui pour elle apporte des réponses, puisque le bouddhisme, dans sa conception des choses, dit qu'on doit reconnaître que l'on est le produit de ce que l'on sème et que l'on est responsable de ses actes. Cette notion de karma qui fait qu'on a entre les mains la possibilité de devenir ce que l'on souhaite sans être sous l'influence d'un carcan social quel qu'il soit. Donc elle se fait connaître à travers ses écrits pamphlétaires. Elle est un esprit libre, elle est voyageuse, elle est attirée par l'ailleurs. Et donc elle se convertit au bouddhisme à l'âge de 24 ans. À l'époque, c'est Émile Guillemet qui va fonder
le musée Guimet à Paris, il a essayé à Lyon. C'est un industriel de Lyon, assez riche, qui voyage beaucoup en Asie, qui se passionne pour le Japon et qui rapporte énormément de documents et d'objets et qui veut fonder un musée. Finalement, ce n'est pas à Lyon qu'il va le faire, c'est à Paris, c'est le musée Guimet actuel. Et Alexandra Davinel, elle aime à dire que c'est là qu'elle a eu sa vocation, c'est dans ce couloir qui mène à la grande bibliothèque où en haut, au sommet de l'escalier, trône un Bouddha, qui est toujours là d'ailleurs, dans le musée Guimet, et que c'est vraiment là, dans ses recherches, qu'elle a senti qu'elle était de plus en plus attirée par le bouddhisme. Le bouddhisme étant né en Inde, elle a envie de découvrir l'Inde. Donc elle va voyager. Ça, là, je vais un petit peu résumer évidemment ce voyage. Je ne sais plus où j'ai... Voilà, la suite. Elle va voyager tout en continuant à chanter dans les opéras lyriques. Et c'est contre toute attente, alors qu'elle était indépendante, qu'elle ne refusait le mariage, la condition de femme mariée, qu'elle va rencontrer à Tunis, où elle est conviée à prendre la direction de l'opéra de Tunis. Elle va rencontrer Philippe Nel, qui est un agent des chemins de fer, qui est un homme un peu plus âgé qu'elle. Elle a déjà presque 37 ans, et qu'ils vont décider un peu par provocation, un peu parce qu'elle a compris que si elle voulait être la femme de lettres qu'elle voulait être, qu'elle souhaite devenir, on est en 1904, eh bien, elle a besoin d'un statut social qui soit officiellement déclaré, et celui d'épouse d'un ingénieur qui a déjà bien roulé sa bosse et qui a envie un petit peu, qui est passionné de musique et qui a beaucoup d'admiration pour Alexandra, ça lui convient parfaitement. Et ils vont se marier alors elle partira en 1911, mais ils vont passer ces 6 années, ils vont les passer à préparer son voyage, parce qu'elle veut vraiment partir étudier sur le terrain. Elle était déjà partie une première fois, et Philippe, ça c'est dans la correspondance, vous savez qu'il y a une immense correspondance qui est disponible d'abord en 2 tomes, et puis maintenant en un tome unique, et cette correspondance, c'est formidable parce qu'on découvre véritablement, c'est des lettres entières qu'elle écrit à Philippe tous les jours. Elle a écrit tout le temps, toute sa vie, depuis qu'elle est toute jeune. Donc, quand elle va partir en voyage, elle va dire à Philippe, tu gardes mes lettres, parce que mes lettres seront comme mon carnet de voyage. Je te raconte tout, toutes mes réflexions, et ça me permettra ensuite d'être le matériau pour mes futurs récits et écrits. Et donc, ils essayent un tout petit peu la vie commune, mais très vite, elle s'ennuie, elle souffre de mélancolie, de neurasthénie. Et toujours est-il que Philippe comprend à un moment donné que ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il l'autorise. Parce qu'à l'époque, il faut quand même que la femme, elle n'a pas de compte en banque, la femme a le compte en banque du mari, et puis tout ce qu'elle veut faire, eh bien, c'est avec l'autorisation du mari. Donc, Monsieur Philippe Nel autorise Madame Nel à partir, à demander au ministère de l'éducation une subvention pour pouvoir partir étudier des philosophies orientales en Inde. Et en 1911, après avoir écrit un premier livre sur le bouddhisme, elle s'embarque à Marseille pour, elle pense, 2 années. Elle reviendra 14 ans plus tard. Donc c'est très impressionnant. Et puis ensuite, elle repartira un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, et elle repartira, et elle passera de nouveau 10 années en Chine et surtout au Tibet. Donc en tout, dans sa vie, Alexandra aura passé 24 à 25 ans sur le terrain, ce qui est véritablement un exploit, comparé à toutes les autres personnes qui ont pu étudier et travailler sur cette région. Donc ça, c'était pour dire sa vie d'avant. Et quand elle arrive en Inde, elle va avoir là, comme elle a été journaliste, elle a ce réflexe d'avant-garde de très bien organiser sa vie. Elle s'est préparée. Elle a un réseau d'adresses où elle peut arriver, où elle peut consulter des livres chez les Britanniques. Les Britanniques, puisqu'ils sont là depuis très longtemps, il y a des consulats, il y a le réseau de la Société de théosophie qui offre des bibliothèques à tous ses membres, et où ils peuvent consulter énormément de documents anciens et très importants.
Donc elle va remonter, elle débarque à Ceylan, on prenait le bateau et on débarquait en 3 à 4 semaines, on débarquait à Ceylan, et de Ceylan elle va remonter toute l'Inde. Et quand elle arrive à Calcutta, le représentant britannique de l'endroit qui la reçoit lui apprend qu'il y a ce Dalai Lama, ce pape des Tibétains, comme on l'appelle à l'époque, qui est exilé en Inde. Et personne, aucun occidental n'a jamais rencontré l'autorité spirituelle la plus importante des Tibétains. Et évidemment, ça donne tout de suite envie à Alexandra, qui se retrouve avec une lettre de recommandation pour Kalimpong, et elle va à Kalimpong et elle va interviewer le 13e Dalai Lama. Et ça va être un événement fondateur pour elle, parce qu'elle va rencontrer un homme extrêmement cultivé, qui va essayer de répondre aux questions qu'elle se pose, qui va comprendre qu'elle est déjà une femme, qui a une personne, parce que là, il ne considère pas femme ou homme, mais une personne qui a véritablement fait une recherche approfondie sur la culture tibétaine. Il va lui conseiller d'apprendre le tibétain, parce qu'il va lui dire que ça va être la première façon d'essayer de comprendre et d'approfondir leur culture et leur savoir. Et donc, elle va être stimulée par cette rencontre. Elle va publier, ça va déjà faire d'elle quelqu'un c'est la première occidentale à avoir rencontré ce 13e Dalai Lama. Et à cette occasion, elle va être invitée par le jeune futur Maharaja du Sikkim, qui vient, lui, il a été envoyé par les Britanniques. Les Britanniques sont, comme je vous le disais tout à l'heure, sont très intéressés par cette région. Parce que cette région du Sikkim, là, quand on est à Calcutta, on est là. Quand on est là, on rentre à Lhasa extrêmement facilement. Il y a quand même un col ici à 5000 mètres, évidemment. Mais c'est une route avec, à côté, la vallée de la Chumbi, qui permet d'aller sur Lhasa directement. Et donc, le Sikkim étant sous protectorat, les Britanniques ont intérêt à ce que ce Sikkim reste sous leur coude. Et donc, le jeune Maharaja, ils l'ont trouvé intelligent, vif, ils l'envoient à Oxford pour étudier, pour être bien formé à l'esprit occidental, à la culture occidentale. Et quand il revient, Sidéon Tulku, il rencontre Alexandra, qui est auprès du 13e Dalai Lama, et tous les deux sont intéressés l'un par l'autre. Et il y a une véritable amitié qui va se nouer entre deux. Et donc, le Maharaja du Sikkim, qui va être intronisé, voilà la région du Sikkim, c'est un tout petit état. Le Maharaja du Sikkim, là, qui est là, le voilà là, Sidéon Tulku, qui a, à cette époque-là, il doit avoir à peine 30 ans, et Alexandra elle a presque 48 ans. Eh bien, ils vont ensemble aller dans tous les monastères du Sikkim, et le Maharaja explique à ses moines et à tous ces... Le bouddhisme est en train de se déliter, d'être un petit peu abandonné. Les Britanniques ne recherchent pas à ce que ça se développe davantage. Et le Maharaja est complètement frappé par la connaissance d'Alexandra. Donc, elle parle très très bien anglais, et donc il lui conseille de prêcher et d'enseigner à ses propres moines ce qu'elle a, elle, tiré des enseignements du Bouddha. Et donc ça donne des situations assez impressionnantes, et Alexandra se prend au jeu. Et surtout, ce jeune Maharaja qui est là, eh bien, il a un frère aîné qui est à Lhasa, qui est en ce moment en train d'être formé à Lhasa. Et donc, très souvent, il prend sa caravane, il organise une caravane, et il passe par ce col du Nord que je vous ai montré, et il va au Tibet. Et il propose un jour à Alexandra, ce Tibet interdit, de l'accompagner, ce qu'elle fait évidemment bien volontiers, jusqu'à la frontière nord du Sikkim, pour qu'elle puisse voir l'étendue du haut plateau tibétain. Et là, elle va écrire « Je reste ensorcelée ». J'ai vu « Je suis au bord d'un mystère », je serais évidemment, pour une anarchiste, avoir une zone interdite, c'est déjà quelque chose
stimule. Et puis ensuite, cette étendue immense, on est à 5000 mètres d'altitude, c'est absolument grandiose et elle est complètement fascinée et elle ne pense qu'à une chose, c'est y retourner. Évidemment, le Maharaja va continuer et elle va redescendre dans le monastère parce que Sidéon Tulku lui a présenté un jeune moinillon qui est formé au monastère de Sikkim, le jeune Yongden qui est là, et qu'elle prend à son service parce qu'il parle bien l'anglais et puis qu'il va pouvoir lui faire office de traducteur et puis de serviteur aussi et l'accompagner. Et donc, ça c'est une photo que j'ai retrouvée parce que moi je voyage presque chaque année au Sikkim et c'est une photo incroyable qu'on vient de retrouver dans l'Institut de tibétologie du Sikkim. C'est l'intronisation, c'est quand le Maharaja en 1914 est intronisé, son père vient de mourir subitement et il est intronisé Maharaja. Et parmi les dames à chapeau, les femmes des résidents britanniques, entre autres de Sir Charles Bell, celui qui va expulser Alexandra, et bien là, personne ne le savait, mais là, c'est Alexandra d'Avignon qui assiste. Et ça, c'est une photo totalement inédite qu'on a retrouvée très récemment. J'étais ravie de pouvoir la voir, parce qu'en plus, c'est une très belle photo officielle, donc elle est de très belle qualité. Et donc, le Maharaja, lui, a proposé, alors là, c'est une carte, je voudrais juste aller un petit peu, c'est pas dans l'ordre, mais je voudrais, non, je ne n'y est pas, je voudrais vous montrer le Maharaja qui est là, donc lui présente ça c'est le deuxième événement fondateur d'Alexandra, c'est qu'il lui fait connaître l'ermite le plus réputé de tout le plateau tibétain. On l'appelle le Gomchen de Longchen. C'est un homme qui a non seulement été enseigné oralement, les transmissions se font de maître à disciple oralement dans la culture tibétaine, mais qui en plus a mis en pratique tous les exercices de méditation, de visualisation dans une caverne pendant plus de 25 ans. Et cet homme se dégage de lui, toute la population du Sikkim le vénère, et on dit qu'il a des super pouvoirs tantriques, enfin c'est toute la partie un petit peu plus ésotérique de la culture tibétaine qui fascine aussi Alexandra. Alexandra rencontre ce lama, et comme elle a décidé de rester et d'approfondir tout ça, eh bien lama lui dit, écoutez, si vous voulez, à ce moment-là, il faut y aller jusqu'au bout, et il lui propose de devenir sa disciple en étant donc ermite dans cette grotte qui est là, qui va être fermée par une petite fenêtre, une petite porte et un petit toit, mais c'est une véritable grotte où je suis allée, pour ceux qui ont vu le film avec Marie-Madeleine Perronnet, 80 ans plus tard, on est allé dans cette grotte, elle est là exactement au même endroit. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de fenêtre, mais la grotte est là. Et au-dessus, là, il y a toujours aussi un ermite. C'est plus le même, c'est plus comme le chêne de la chaîne, mais c'est toujours un lieu de refuge et de retraite. Et on est ici à 4000 mètres d'altitude. Et Alexandra va se prendre au jeu et elle va rester pendant 2 hivers, presque 3 années, 2 hivers entiers, dans cette caverne, avec à côté une petite maisonnette où le jeune Yongden que je vous ai montré tout à l'heure lui fera à manger, lui apportera devant sa porte, et où elle, une fois par semaine, elle va rencontrer le lama, le Gomchen, qui va l'initier véritablement. C'est-à-dire qu'il va au bout d'un moment, il lui donnera des explications qu'elle ne confie pas à tout le monde, mais il va surtout lui donner des clés pour apprendre les techniques de la méditation vraiment profonde, de ce qui permet de visualiser les notions, les concepts les plus abstraits du bouddhisme et de les mettre en pratique à partir de ces moments de retraite très intenses. Et Alexandra va faire cette expérience inouïe de 2 ans et presque de 3 ans et 2 hivers dans cet endroit. Et ça va la marquer à tout jamais. Et l'été où elle ressort de cette caverne, eh bien là, elle décide,
envers et contre tout, de partir pour le Tibet. Parce qu'à force d'avoir vu par sa fenêtre passer les caravanes, passer les locaux qui, eux, ont le droit de circuler complètement entre cette région du Sikkim et du Tibet, elle sait, elle a pris connaissance des lieux, elle sent les lieux, elle sait qu'il n'y a pas de poste de frontière comme ça établi avec des gardes en haut, elle sait qu'elle peut y aller. Et elle se rend ici, au monastère de Shigatse, c'est-à-dire assez loin. Voilà, là c'est sa tente, c'est son campement. Et elle expérimente vraiment ce qui va l'emporter littéralement, et elle n'a qu'une envie, c'est se retrouver sans arrêt dans ces endroits-là et pouvoir y aller. Là, nous avons, sur le cheval, nous avons le représentant britannique, Sir Charles Bell, qui va écrire sur elle, qui va dire qu'elle était absolument épouvantable, parce qu'il l'avait reçue comme une femme du meilleur monde, et puis parce qu'une lettrée, parce qu'une femme, une chercheuse qu'il connaissait, et quand il a appris qu'elle avait à 2 reprises enfreint l'interdiction qu'il avait posée, eh bien il l'a fait expulser, mais vraiment presque manu militari, de sa caverne avec Yongden, et elle a dû quitter le Sikkim en 1907. Et là, elle a dit qu'elle était absolument désolée. Le jeune Maharaja, entre-temps, est décédé prématurément d'une crise d'urémie. On n'a jamais su exactement ce qui lui était arrivé, mais enfin, a priori, il a été emporté par cette maladie. Et donc, elle n'avait plus aucun appui au Sikkim, et donc elle est partie. En 1916, on est en plein pendant la Première Guerre mondiale. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle est partie, c'est presque impossible. Elle écrit à Philippe, mais il vaut mieux qu'elle reste, à la limite, parce que rentrer dans ce chaos, pas savoir comment repartir, il valait mieux continuer et encore approfondir ses recherches. Elle ne sait pas encore. Tout ça, ça va avancer petit à petit dans sa tête. Elle est vexée d'avoir été expulsée. Elle dit comment ces Anglais, mais comment ont-ils le droit d'interdire un pays qui n'est même pas le leur à quelqu'un, de quoi se mêle-t-il? Mais elle part et elle décide de continuer le voyage, et surtout elle est très étonnée, mais le jeune Yongden décide de partir avec elle. C'est-à-dire dans cette culture où les jeunes qui sont dans les écoles, dans les moines, ont l'habitude d'avoir un maître. On a un maître, mais ce n'est pas un maître à penser dans le côté négatif qu'on pourrait imaginer nous. C'est vraiment le maître qui transmet le savoir ça peut être dans la musique, ça peut être dans la philosophie, ça peut être dans la religion. Et là, Yongden dit à Alexandra, vous êtes mon maître, j'ai trouvé quelqu'un qui me convient et je dis au revoir à ma famille et je vous suis. Mais à ce moment-là, il pense que c'est peut-être pour l'année qu'ils vont passer en Birmanie, au Japon à côté, et puis que voilà, à la fin, il rentrera chez lui. Finalement, il quittera jamais Alexandra et il retournera jamais dans son pays. Donc, ça pour vous dire que le Sikkim est très important. Ça, c'est Alexandra avec Yongden. Quand ils vont commencer à voyager en Chine, ils ne sont pas encore au point d'arriver à ça. Là, ils ne sont pas encore... Elle est en Dame Lama, parce qu'après avoir été initiée par ce Gomchen comme elle a été ordonnée moine, enfin Dame Lama, Lamani. Et donc, elle peut porter la robe des moines. Et ce qui en impose auprès des populations qui sont illettrées, même souvent beaucoup de membres des monastères sont aussi des gens illettrés. Donc une femme comme Alexandra Davinel, on impose beaucoup, surtout qu'entre-temps, elle a appris le tibétain. Donc elle parle aussi le tibétain classique, pas le tibétain de chacune des régions, mais elle en impose. Alors là, voilà, ça c'est grâce à... moi j'ai fait la biographie illustrée, la dernière, la plus récente, d'Alexandra Davinel, avec tous les nouveaux inédits. Mais avant, pour ceux qui connaissent son histoire, il y a eu une autre biographe importante, il y a quelques années. C'est une géographe passionnée de cartes qui s'appelle Joëlle Désiré Marchand et qui est passionnée de cartes. Et elle a complètement retracé l'itinéraire d'Alexandra. Et donc, quand Alexandra, comme je vous l'ai dit, en 1911 elle part à Ceylan, elle monte, voilà, elle va à Calcutta rencontrer ceux qui vont lui faire parler
de lui parler du 13e Dalai Lama. Elle va passer tout le temps dont je vous ai parlé au Sikkim. Quand elle est expulsée du Sikkim, elle redescend par Calcutta, elle prend le bateau jusqu'à Rangoon et finalement elle va jusqu'à Singapour pour rejoindre l'Indochine. L'Indochine où elle a déjà été quand elle était cantatrice. Elle continue, elle remonte, elle va passer du côté d'Hong Kong, voilà, elle remonte là jusqu'à Shanghai, elle décide d'aller au Japon. Et du Japon, finalement, là, on est en 1918, elle pourrait rentrer, et finalement non. Elle va là faire une autre rencontre importante, elle rencontre un moine qui s'appelle Ekai Kawaguchi, un japonais, qui lui raconte que c'était pas trop difficile pour lui, parce qu'il est japonais, donc quand même, les Tibétains et les Japonais, ils se ressemblent, il n'a pas eu besoin de se déguiser beaucoup, mais il s'est déguisé en moine tibétain, et il a passé 2 ans à Lhasa, incognito. Donc ça lui donne des idées. Elle se dit, mais ça veut dire que donc, non, c'est peut-être quand même possible. Donc, elle est... pardon, j'ai été un peu vite. Le voilà. Kawaguchi, il est là. Voilà. Il va raconter d'ailleurs son périple. C'est un livre en anglais. Il va raconter sa rencontre avec Alexandra. Vous voyez, Alexandra, là, Alexandra a tout juste 50 ans. Yongden en a 16 ou 17, un petit garçon. Hein. Et en même temps, il fait vraiment office non seulement d'assistant et d'aide de camp, mais aussi de traducteur. Hein. C'est quelqu'un de très important dans la vie d'Alexandra. Et donc, qu'est-ce qu'il décide? Eh bien, c'est de repartir. Celle-ci est un peu prématurée. C'est, voilà. Elle va se retrouver à partir, je remonte cette carte-là, voilà. Elle va du Japon rentrer sur Pékin, où là, elle rencontre aussi un moine très important de la région de Kumbum, où se trouve le plus grand monastère. C'est une université monastique tibétaine avec des quantités de livres et d'enseignements qui sont très très importants. Elle en a toujours entendu parler et elle rencontre à Pékin un moine qui est venu à Pékin et qui est en train de constituer sa caravane pour repartir sur Kumbum. Et là, elle décide que, eh bien, elle lui propose de se joindre à la caravane, il accepte et donc ils vont partir. Donc de nouveau, et tout ça dont je vous parle là, ici, c'est à pied. Hein. C'est à pied. Parfois, on monte sur le dos d'une mule ou d'une carriole ou d'un yak, mais enfin, là, cette partie-là, c'est complètement à pied. Et quand elle va se retrouver à Kumbum, elle va s'y trouver tellement bien dans cette université. C'est la première fois que là, il y a tout ce qu'elle veut au niveau des livres, de cette connaissance dont elle a tellement soif et qu'elle recherche, eh bien, elle va y rester 1 an, et puis une 2e année. Et on va se retrouver en 1921, ça fait 10 ans qu'elle est partie. Philippe, il a abandonné tout espoir. Vous pouvez lire les lettres. Et donc, comment ils arrivent à fonctionner? C'est incroyable, mais c'est... là, maintenant, il y a les réseaux, il y a tout ça, mais là, elle a toutes les missions, elle a l'adresse de toutes les missions, il y a quelques consulats, mais c'est beaucoup à travers les missionnaires. Elle envoie des articles sans arrêt, elle écrit ses lettres, mais elle écrit aussi des articles, elle les envoie à Philippe, Philippe les envoie au Mercure de France, là où elle écrivait avant de partir. Il reçoit donc quelques subsides de ces articles, plus il gère le petit portefeuille d'action que lui ont laissé ses parents, les parents d'Alexandra, quand son père est décédé. Donc, ce petit somme d'argent, eh bien, parce qu'elle voyage quand même comme les autochtones, hein, elle ne voyage pas, elle n'a pas une caravane avec des scientifiques, des porteurs de la nourriture qui vient des grandes villes et tout ça. Elle mange la tsampa, le beurre de yak, elle vit vraiment avec les gens locaux. Elle est là et elle qui est toujours malade à Tunis et neurasthénique quand elle est auprès de Philippe, eh bien, elle n'est jamais malade en voyage. Elle est à 4000 mètres d'altitude, dès midi, le vent se lève, c'est la poussière, on est complètement... Elle n'est jamais malade. Et donc, Philippe lui envoie
régulièrement ces sommes qu'elle peut retrouver. Alors elle lui dit dans 6 mois je serai peut-être à Lanzhou, et puis voilà, et c'est comme ça. Et la poste à cette époque-là marche très très bien. On voit les réponses des lettres de Philippe à Alexandra, même en pleine guerre, en 3 semaines, les lettres arrivent du bout de la Chine jusqu'en France. C'est assez impressionnant. Donc, elle va rester là. Et c'est là, à Kumbum, ça fait quand même 10 ans qu'elle est partie, que là, elle commence à sentir qu'il va falloir qu'elle rentre. Mais par où? Il est absolument hors de question de repenser à repartir par là-bas. Et donc, ensuite, il faudrait reprendre des bateaux. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué. La route la plus directe, c'est évidemment par Lhasa et pour se retrouver en Inde. Et c'est là que intervient le fait qu'elle va, au début, assez naïvement. Alors là, on va les avoir après en détail, mais c'est là où on arrive sur le contenu de ce livre, enfin l'aboutissement, c'est ce livre. Elle va faire des tentatives, elle va en faire 4. C'est la 5e qui sera la bonne. Elle va en faire une première. Je les ai listées pour être sûre de bien les mettre dans le montage. Photo de Kumbum, voilà. Alors, la première, elle va de Kumbum à Jekondo. Elle va par là. Jekondo, c'est une porte du Tibet du Kham. Et là, elle est encore habillée, comme on l'a vu précédemment, en grande dame lama. Elle pense qu'elle va en imposer suffisamment pour qu'on la laisse passer, pour qu'on comprenne que voilà. Pas du tout, ça ne marche pas, il faut repartir. Elle va rester un bon moment à Jekondo parce que le poste frontière l'a repoussée au mois d'octobre et donc c'est l'hiver, elle peut plus, avec les neiges, elle ne peut plus partir. Donc ça, c'est la première tentative. Ensuite, la deuxième tentative, elle va la faire vers Tashigompa, c'est en octobre 21. Donc ça, Tashigompa, vous allez le voir sur une autre carte, ça va être un peu plus précis. Donc ça, c'est Kumbum. Voilà, là, c'est Jekondo. Tout ça, toute cette région, ce sont donc toute cette région. Voilà, elle est là, elle est partie de Kumbum. Elle va jusqu'à Jekondo. Elle va rester bloquée très longtemps à Jekondo. Là, on est tous sur une région, il y a plein de vallées avec de très grandes rivières importantes qui descendent du plateau tibétain, mais on est dans des altitudes, on est sans arrêt entre 3 et 4000, 4500 mètres d'altitude. Et donc, elle va rencontrer les valeureux cavaliers Khampa, avec qui elle va passer beaucoup de temps, et elle va noter, voilà, des petites cartes comme ça, qui essayent de retrouver des itinéraires, mais en même temps, elle sait qu'elle ne peut pas avoir ces cartes-là sur elle, parce qu'à chaque fois, elle se fait attraper. Alors, elle décide, quand elle a rencontré un soldat qui lui avait donné des indications sur certaines vallées, elle dessine sur un parchemin, sur des petits bouts de parchemin tout petits, toutes ces annotations-là, elle les roule, et elle les roule dans l'ourlet de sa robe. Mais alors, les cartes, elle peut les garder, parce qu'on ne les trouve pas, c'est aussi comme ça qu'elle a des pièces d'or, mais en revanche, à chaque fois, elle s'est fait arrêter, parce qu'elle a un appareil photo, parce qu'elle a des feuilles de papier, parce qu'elle a un carnet, elle a un crayon, elle a une boussole, et donc on comprend que c'est quelqu'un qui est peut-être justement une de ces espionnes. On la prend pour une espionne, c'est peut-être une espionne qui est envoyée, nanana. Donc à chaque fois, elle est repoussée. Et elle va donc finalement arriver, voilà l'état dans lequel elle est, quand elle arrive à Lhasa en 1924, après avoir fait, donc après la tentative de Jekondo une deuxième fois, elle arrive à Lhasa au bout de 6 mois. Et là, c'est quand c'est très important de comprendre comment elle décide, c'est que elle a tout abandonné. Elle sait qu'elle ne peut plus du tout avoir le moindre bagage. Et là, lui revient en mémoire la manière dont elle aimait tellement cantatrice lyrique, se mettre en scène. Donc, avec Jungden, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont complices comme une mère et son fils.
Et ils décident donc de se mettre d'accord. Elle va être une vieille mendiante avec son houppelande. Elle va cacher son visage et sa tête dans sa capuche. Elle va se noircir le visage comme font les Tibétaines avec de la suie, du charbon. Et elle va psalmodier, réciter des prières toute la journée comme font tous les pèlerins qu'ils rencontrent et qui vont vers Lhasa. Et lui, il va être le fils qui emmène sa mère en pèlerinage jusqu'à Lhasa et c'est toujours lui qui va parler. Elle ne dira plus un mot à part ses récitations de prière. Il y a une seule fois où il risque de se faire prendre, c'est quand il campe la nuit, il voyage beaucoup la nuit, il campe près d'un endroit où il y a d'autres gens et tout d'un coup ils se mettent à se parler en anglais. Et ça attire l'attention des Tibétains qui sont à côté et qui, fort heureusement, accepteront l'explication de Yongden qui dit qu'ils arrivent du Ladakh. C'était très très loin, une vallée très très loin, donc c'est normal que les gens ne comprennent pas du tout le langage qu'ils sont en train de parler. Mais c'était tout juste, ils ont frôlé la reconnaissance. Et donc, c'est parce qu'elle a aimé tellement se mettre en scène, avoir jouer un rôle, qu'elle va réussir. Parce que finalement, c'est très difficile de, pendant 6 mois, accepter d'être complètement quelqu'un d'autre et se retenir sans arrêt. Et ça va marcher, alors que pour toutes les autres personnes qui avaient essayé et qui se présentaient telles qu'ils étaient, bien ça, c'était impossible. Et donc, et puis surtout, elle a une endurance absolument incroyable parce qu'ils vont vraiment passer par des moments où, ça elle le raconte dans le voyage d'une Parisienne à Lhasa, ils vont être pendant 4 ou 5 jours sans voir personne parce qu'ils ont compris que pour arriver et ne pas se faire remarquer, il fallait qu'ils prennent le contresens de tous ceux qui remontaient la vallée pour aller jusqu'à Lhasa. C'est-à-dire qu'eux, ils coupent les vallées transversales, ils montent sur un col, ils redescendent, ils remontent. Et ça, c'est parce qu'elle a rencontré, lors d'un séjour dans une mission, le général Pereira qui refaisait des relevés pour les Anglais, justement, et il était tellement fasciné par cette femme qui était là, qu'il lui a donné quelques petites indications sur les vallées dont il revenait. Et ça lui a donné des idées, elle les a notées. Donc il y a des gens qui savaient qu'il y avait une femme qui faisait des tentatives incroyables pour essayer d'arriver jusqu'à Lhasa, mais il y avait des gens qui étaient presque bienveillants avec elle parce qu'ils trouvaient ça assez étonnant. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à Lhasa en 1924, en février 1924, pour le Nouvel An tibétain, et qu'elle y est restée 2 mois. Et ensuite, elle est partie de Lhasa. Elle a eu un jour, elle dit qu'elle pense qu'elle a été reconnue, et elle a fait attention, et rien ne s'est passé. Et on sait après, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, longtemps après, quand j'ai fait le film avec sa secrétaire, j'ai interviewé la fille du chef de la police de Lhasa de l'époque. Et cette femme nous a raconté ce que son père lui avait dit. Ce chef de la police avait rencontré Alexandra quand elle était à Kalimpong, parce qu'il s'occupait du Dalai Lama. Il l'avait rencontrée à plusieurs reprises, il l'avait admirée. Il savait qu'elle faisait partie de ces gens pleins de volonté qui voulaient aller jusqu'au bout de leur but. Et donc, quand il a été nommé à Lhasa, un jour, un de ses agents est venu en lui disant « il y a une personne qui a un drôle de comportement ». Mais comme c'est le Nouvel An, il y a des milliers de gens qui sont dans Lhasa, qui viennent de toutes les provinces environnantes. Il y avait même des gens qui viennent du Ladakh, du Népal, de partout pour le Nouvel An tibétain. Et donc, il s'est douté que c'était elle. Et donc, il l'a fait observer, mais il ne l'a pas arrêté. Et il a raconté ça à sa fille. Et c'est une des choses qui nous permet de dire, alors qu'il y a eu... C'est tellement invraisemblable, la péripétie de son voyage, qu'elle a été remise en cause. Il y a des gens qui n'ont pas cru à ce qu'elle racontait. Et donc, ce témoignage-là permet de se dire avec certitude qu'elle y a été. Ensuite, Joëlle Désiré-Marchand, qui a fait les cartes dont je vous ai parlé, que je vous ai montré, elle aussi a refait tout l'itinéraire et elle a compris à travers les notes qu'elle avait été jusque-là. Et donc,
elle a quitté Lhasa, et là, elle s'est retrouvée au premier poste que je vous avais montré de Beyoncé, et là, elle s'est fait volontairement arrêter par le représentant britannique pour pouvoir dire, voilà, j'arrive direct de Lhasa, regardez dans quel état je suis. Et j'ai aussi dans le film interviewé la fille du représentant britannique de McDonald's qui raconte comment Alexandra est arrivée dans cet état-là, comme une petite pouilleuse pleine elle disait de vermine et de gale, et elle était dans un état épouvantable, et ils l'ont soignée, ils se sont occupés d'elle. Il a fallu quand même que Londres fasse une enquête, parce que Londres et le Foreign Office pensaient que ça pouvait être une espionne, et puis au bout de quelques temps, elle a eu un laissez-passer pour repartir à la frontière du Sikkim, et c'est là, voilà, c'est son arrivée à Lhasa. Quand on arrive à Lhasa avec les pèlerins, on est devant cet édifice, cette architecture absolument incroyable, pardon. Bon, je me suis trompée, c'était la dernière. Et ce que je voulais vous dire, voilà, l'importance de ce livre, c'est ça. C'est le fait que, et ça c'est aussi une anecdote que m'a racontée sa secrétaire, que j'ai eu la chance de rencontrer et de filmer, c'est que ce récit, il est important parce que c'est vraiment le premier jet, c'est-à-dire quand elle arrive à la frontière indienne, puisqu'elle n'a pas pu, elle avait l'habitude d'écrire tous les jours, elle a passé 8 mois sans pouvoir consigner quoi que ce soit. Et donc, elle a fait un travail incroyable qu'elle a mis en pratique. C'est exactement ce que lui avait appris le Gomchen de la Tchène, qui pendant des mois lui a fait travailler comme un exercice de gymnastique sa méditation. C'est-à-dire que la méditation, c'est une manière de répéter, d'interpréter, de visualiser, d'approfondir une notion, mais jusqu'à l'extrême. Et tous les soirs de son périple avec Yongden jusqu'à Lhasa, elle écrivait dans sa tête, en méditation, ce qu'elle avait vécu, pour essayer de l'imprimer. Et elle le rangeait dans un petit tiroir. Et elle en parlait avec Yongden. Et évidemment, c'est grâce à Yongden aussi que quand ils se sont retrouvés chez l'abbé Douenel, qui était donc les missions étrangères de Paris, à Pédong, juste à côté de Kalimpong, il lui a proposé pendant 3 mois l'asile pour qu'elle se repose et qu'elle puisse commencer à rédiger. Eh bien, elle a pu redonner tout ce qu'elle avait essayé d'enregistrer au maximum. Et ça, c'était une révélation intéressante qui montrait à quel point elle avait travaillé, même si on peut voir dans les récits des choses qui nous semblent presque pas de la fabulation, mais enfin, elle adorait Jules Verne, donc elle raconte les choses aussi à la Jules Verne, mais avec une aisance et une précision assez incroyable. Et c'est ça l'intérêt de ce livre, parce que c'est vraiment ce qui ressort de son expérience vécue sur le moment. Voilà. Ça, c'était, voilà, parce que c'est l'occasion, c'est la sortie de ce livre aux collections Calumen, mais je suis évidemment... Oui, je suis désolée. Et je suis bien évidemment disposée à répondre à certaines questions que vous vous poserez, sinon je peux continuer et vous raconter le deuxième périple, et puis le troisième, jusqu'à... Donc, elle est décédée à 101 ans, et donc à 70 ans, elle repart. Elle a 70 ans quand elle reprend le transsibérien cette fois, et qu'elle repart, soi-disant, pour étudier quelques textes à Pékin, et elle va y rester pendant 10 ans. Voilà, aux marches tibétaines, et de nouveau rapporter un tas de choses. Oui, dites-moi. Quand elle est en Chine, elle
chaque fois que je vous ai dit les 5 tentatives qu'il y a eu, bien sûr, là, c'est les Chinois. C'est les Chinois qui sont là, qui sont à tous ces postes de contrôle. Et c'est eux qui refusent qu'elle pénètre plus avant. Hein. Ça, c'est le contexte. Non, ce sont les Chinois, là. Les Britanniques sont plus là. Les Britanniques sont au sud et empêchent qu'on rentre du Sikkim au Tibet. Mais une fois qu'on est en Chine proprement dit, on peut arriver jusque dans les zones du Tibet oriental et du Tibet occidental, ce que vous ai montré au départ, mais ensuite ce sont les Chinois qui empêchent d'avoir le moindre lien avec le Dalai Lama et les autorités de Lhasa. En même temps, on se retrouve vite à une époque, Alexandra a vécu une époque de transition absolument incroyable. C'est pour ça que ces livres aussi sont si intéressants, parce que c'est une époque de transition. Voilà, l'Empire mandchou est en train de s'écrouler, la révolution arrive aussi là, elle vit tout ça, elle le vit sur le terrain. Je voudrais vraiment remercier sincèrement Jeanne d'être revenue nous parler de cette vie exceptionnelle d'Alexandra David-Néel et de ses aventures vraiment exceptionnelles, de son parcours exceptionnel à la rencontre de peuples différents des nôtres. Je vous recommande de cet ouvrage, Alexandra David-Néel, 100 ans de solitude, et puis son récit, c'est les souvenirs d'une Parisienne au Tibet, qui sont disponibles là sur le lot, dédicacés. Et puis, dans la pièce d'à côté, au gymnase, il y a le stand de France Tibet, et qui sera très content de vous accueillir. Donc, je vous recommande, avant la conférence suivante qui nous emmènera au Dolomites, d'aller vous faire dédicacer les ouvrages, et puis d'aller faire un tour sur le stand France Tibet, qui est tout à fait remarquable. Merci. Merci, et je voulais rajouter aussi, j'ai oublié, c'est à Chamonix, on a créé le premier, il y a une association pour le Tibet aussi qui est très, très active aux Ouches, association du Lion des Neiges, et donc ils ont créé le premier festival de films de culture tibétaine. Et du 21 au 23 août, je serai là avec plusieurs tibétologues pour vous présenter, à tous ceux qui veulent, des films de cinéma, deux films tibétains et 2 films bhoutanais récents qui sont sortis au cinéma et qui sont passionnants parce que ce sont des œuvres contemporaines de maintenant et qui disent beaucoup sur la vivacité, malgré tout au Tibet. Au Bhoutan, c'est plus facile parce que les Bhoutans, ils sont libres, mais très intéressant film. Je vous conseille de venir les voir au Cinéma Box du 21 au 23 août. Voilà. Je suis à votre disposition là-haut.